Merci beaucoup pour l'organisation de cette séance et pour m'y avoir invité. Je crois être venu dans cette salle, je ne suis pas arrivé à retrouver la date, il y a une petite trentaine d'années, pour parler de réseaux de neurones, figurez-vous. Donc je vais vous parler maintenant des dernières visions de ce que font les réseaux de neurones, avec effectivement, ça s'inscrit dans le cadre d'une petite révolution scientifique des dernières années, des derniers 5 à 10 ans, ce qui a été rappelé par Eric tout à l'heure. J'ai pris comme titre Inférence statistique et transition de phase. La première chose que je voudrais mentionner, c'est un tout petit peu ce que c'est que l'inférence. Donc l'inférence en général, si vous ouvrez un livre de statistiques, c'est lié à l'apprentissage à partir de données, essayer de trouver les paramètres d'une distribution de probabilité. Un exemple très simple, vous faites des tirages dans une urne, vous regardez ce qui sort et vous essayez d'inférer justement, en gros, quelle est la meilleure hypothèse sur la composition de cette urne. Donc, c'est ce qu'on appelle, j'ai voulu montrer cet exemple pour dire qu'en fait, si je vous pose ce problème et que je vous laisse y réfléchir une minute, vous allez faire, peut-être pas toujours en le formulant, mais vous allez faire de l'inférence bayésienne. C'est-à-dire que vous allez avoir un a priori sur une espèce de distribution de probabilité a priori sur l'urne. Par exemple, si vous avez sorti des boules blanches et noires, vous allez avoir un prior, ce qu'on appelle un a priori, qui est de dire cette urne contient des boules blanches et des boules noires. Et puis ensuite, vous allez dire la proportion de blanche et noir, je ne sais pas ce que c'est quelque chose entre 0 et 1. Ça sera votre a priori. Et en fonction des données, vous allez affiner votre estimation. Donc ça, c'est le principe même de l'inférence bayésienne, dont on va reparler beaucoup dans cet exposé. Et je voudrais tout de suite aller au-delà de ce sens très restrictif, je dirais, pour parler plus généralement de l'inférence d'un certain nombre de paramètres à partir des données et entrer tout de suite dans le domaine de l'apprentissage machine, qui est un domaine clé sur lequel ont été faits les progrès récemment. Et je voudrais tout de suite donner peut-être un des exemples. Beaucoup des exemples qui sont régulièrement montrés en apprentissage machine sont liés à des exemples de vision artificielle. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que c'est plus facile à montrer à une audience, donc on montre des images. Un des chevaux de bataille de ce champ-là a été d'essayer de reconnaître déjà, comme un petit défi qui était posé déjà depuis 20-25 ans, de reconnaître des chiffres manuscrits. Reconnaître des chiffres manuscrits, c'est quelque chose que n'importe quel enfant sait faire. Ça s'est avéré étonnamment difficile quand on essaye de fabriquer des programmes qui le font, je dirais, complètement programmés par le programmeur. Et en revanche, là où il y a eu des succès vraiment spectaculaires, et ce que je dis sur les chiffres manuscrits s'applique aussi à la reconnaissance des visages ou à l'analyse et à la segmentation d'images, par exemple, les progrès spectaculaires sont venus de machines qui sont ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels, qu'on ne va pas programmer en tant que tels, mais on va les programmer à apprendre par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ces machines, ici est représenté, je ne sais pas s'il y a un pointeur qui fonctionne. Ici est représenté un exemple d'un petit réseau de neurones formel, disons, dans lequel ici il y aurait une couche d'entrée. Alors cette couche d'entrée, elle est beaucoup plus grande que ce qui est marqué ici. Il y aurait un neurone sur chaque pixel, disons, et il reçoit un signal qui est blanc ou noir. Voilà. Et à partir de ça, il va falloir dire quel est le chiffre manuscrit qui est écrit là-dessus. Ces réseaux de neurones formels sont basés sur des unités qui ont été inventées il y a déjà assez longtemps, qui prennent, je dirais, des caricatures de comportements de neurones biologiques qui vont recevoir un certain input qui vient de la couche précédente. Et un neurone qui est ici, par exemple, va regarder l'input qui lui arrive d'un certain nombre de neurones dans la couche précédente, avec un certain niveau d'activité de chacun de ces neurones. Il y a une pondération de l'activité transmise par le numéro 1 au neurone de sortie. Cette pondération est liée à un poids, un espèce de poids qui caractérise l'efficacité synaptique. Donc ici, je l'appelle X1. Et donc, le signal qui vient du neurone numéro 1, ça devient A1, X1. Et on fait la somme de tous les signaux de tous les neurones qui sont en entrée. Et on lui applique une certaine fonction non linéaire. Alors, il y a eu énormément de travail qui a été fait dans les derniers 15-20 ans sur le type de fonction non linéaire qu'il faut appliquer. Et c'est tout un art. En fait, dans cette activité-là, qui a connu des progrès spectaculaires, et mes collègues en parleront,
ces progrès sont en quelque sorte un art, c'est-à-dire que la nature, le nombre de couches de neurones qu'on va mettre, le nombre de neurones dans chaque couche, la nature de la fonction non linéaire qui est la fonction de transfert qui va moduler le signal, tout ceci est élaboré, je dirais, à partir de l'habitude du savoir-faire, d'un savoir-faire artistique, je dirais. Alors, comment fonctionne une telle machine? Les seuls paramètres qui existent dans cette machine, c'est les poids synaptiques qui donnent les pondérations des signaux qui sont envoyés d'un neurone à un autre. Et donc, tout ce qu'il faut faire pour avoir une machine qui marche bien, c'est trouver les bonnes pondérations. Donc, dans un petit réseau de neurones, ça va être comme ici, pour traiter un chiffre manuscrit comme ça, avec juste une ou deux couches cachées, on va avoir quelques dizaines de milliers de paramètres à trouver. Et si on prend un réseau de neurones profond, avec des centaines de couches, beaucoup plus large, on peut avoir des millions de poids synaptiques à trouver. Et comment les trouve-t-on? On les trouve par l'exemple. Et donc, ce qui va se faire, c'est qu'on va utiliser une base de données. On va montrer des données de chiffres en entrée, en disant à chaque fois quel est le chiffre que ça devrait être. Donc, c'est des bases de données qui sont labellisées, qui sont répertoriées. Et on va essayer d'adapter chacun des poids synaptiques. Vous voyez, chaque trait dans ce graphe, il y a une variable, il y a un paramètre qu'il faut trouver. Et on l'adapte. Et on l'adapte comment? On l'adapte en gros en le changeant. On voit si je l'augmente un peu, est-ce que ça marche mieux, est-ce que ça marche moins bien. Je l'augmente, ça marche mieux, j'accepte. Ça marche moins bien, je refuse. Il y a des moyens un peu plus sophistiqués que ça pour faire ça, mais en gros, c'est ça. Ça peut paraître assez primitif. On se base sur des bases de données considérables. Donc là, par exemple, une base très célèbre sur laquelle beaucoup de travail a été fait, c'était la base MNIST, 70 000 images de chiffres manuscrits, segmentés. Et pour chacun d'eux, on connaît la sortie. C'est-à-dire que ça, on sait que c'est censé être un 6. La personne qui a fait ce gribouillis-là a voulu faire un 6. On donne au réseau de neurones 70 000 paires comme ça, et on lui dit, maintenant, débrouille-toi, change, adapte les paramètres, et t'adaptes à dizaines de milliers de paramètres jusqu'à ce que ça ait été trouvé. Donc, ce qu'on essaye de faire quand on fait ça, c'est qu'on minimise ce qu'on appelle l'erreur d'apprentissage. Donc, cette phase d'apprentissage, on va essayer de faire en sorte qu'on trouve des poids synaptiques tels que le réseau de neurones réussit à reproduire tous les chiffres qui sont dans la base de données. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir est-ce qu'il va être capable de généraliser et de reconnaître un chiffre qui n'était pas dans la base de données, donc est-ce qu'il est capable d'aller au-delà de la simple mémorisation? Alors, les gros défis, et c'est là que je vais glisser petit à petit vers la physique statistique, les gros défis concernent des règles dans lesquelles il y a beaucoup de paramètres cachés. Donc, dans ces cas-là, il faut des très grosses bases de données. Et c'est une des raisons des succès récents des réseaux de neurones, c'est l'augmentation du savoir-faire, évidemment, les fonctions de transfert dont je parlais, etc. Mais l'arrivée d'énormes bases de données, des bases de données d'images, des données d'images de chats, d'images de chiens, d'images de chiffres, etc., absolument massives, avec des centaines de milliers d'images, et de la capacité de calcul aussi. Quand on est face à une situation comme ça, on va se poser des questions de nature algorithmique, quels sont les bons algorithmes d'apprentissage, et des questions sur la prédiction de la qualité de l'inférence. Est-ce qu'on va être capable d'avoir une machine qui généralise bien ou pas? Un paramètre important dont je parlerai par la suite, qui est très crucial dans tout ça, c'est le nombre de données par rapport au nombre de paramètres. M donne l'ordre de grandeur de la taille de la base de données, et N, c'est le nombre de paramètres que je vais devoir apprendre. Alors, techniquement, c'est le seul transparent sur lequel je vais mettre quelques éléments de technique. Donc, on va avoir des paramètres qui sont inconnus, qui, dans nos cas, sont les poids synaptiques. Il peut y en avoir 100 000, 1 million. On va avoir une certaine distribution a priori de ces paramètres. On va dire qu'ils sont quelque part entre 0 et 1, par exemple. On va avoir des bases de données. Une donnée ici, Y, c'est un couple d'une image d'entrée et de ce que doit être la sortie dans ce cas-là. Et en fait, pour chacune des données qu'on a, chacune des données nous met une contrainte sur l'espace des paramètres. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit, pour cette image-là, il faut que tu me sortes 6 comme résultat de ce calcul, ça veut dire que parmi tous les poids synaptiques qu'on pouvait imaginer, il y en a seulement un certain nombre qui sont compatibles avec cette donnée-là. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle donnée, chaque fois que j'ai une nouvelle image, je vais avoir une nouvelle contrainte. Et donc, je vais m'intéresser à cette loi de probabilité sur l'ensemble de tous les paramètres, mon million de paramètres qui est là, qui est le produit de la loi de probabilité a priori et des contraintes qui sont imposées par les données.
Donc on est tout à fait dans une approche bayésienne de la question. Et cette approche bayésienne, quand on commence à s'intéresser à une loi de probabilité comme ça, avec 1 million de variables, ben on se rapproche de quelque chose qui est de la physique statistique, c'est-à-dire qu'on a une loi de probabilité sur des variables couplées. On a beaucoup de variables qui sont en interaction, et dans ce cas-là, les interactions sont dues à chacune des données que j'ai entrées, à chacune des images, le 6 avec la règle de sortie, chacune d'entre elles me donne une contrainte. Et donc on a des variables avec des interactions, on peut définir le graphe qui est là, le graphe avec les variables et les interactions entre ces variables. Et on va s'intéresser à ce qui se passe en particulier dans le cas où il y a beaucoup de variables et de grandes bases de données. Donc c'est ce qu'on appelle la limite thermodynamique pour reprendre le vocabulaire de la physique statistique. Alors en fait, ce genre de système, de manière générale, ce genre de système où on a beaucoup de variables qui interagissent avec des variables, avec des contraintes qui sont des contraintes qui elles-mêmes sont aléatoires parce qu'elles sont dues à la base de données qu'on a. Pour chaque base de données, on a un nouveau problème. C'est un nouveau problème qui est donné, ce que j'ai appelé Y-mu, les images sont différentes. Si j'ai refait dessiner, d'ailleurs, si je fais dessiner mes chiffres manuscrits, non pas aux États-Unis comme ça a été fait, mais en France, on n'aura pas tout à fait les mêmes façons de faire le 6, etc. Chacun pose un nouveau problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle un problème de physique statistique des systèmes désordonnés, c'est-à-dire que pour chaque ensemble de données, on a un nouveau problème de physique statistique. Ça a été très étudié depuis les années 80, ça s'appelle les verres de spin. Les verres de spin sont des systèmes de systèmes magnétiques, de moments magnétiques en interaction par paire, où les moments magnétiques, suivant leur distance, par exemple dans un alliage cuivre-manganèse, on a quelques impuretés de manganèse dans le cuivre, suivant la distance des impuretés de manganèse, elles interagissent de manière, ce qu'on appelle ferromagnétique, elles tendent à pointer dans le même sens, ou antiferromagnétique, elles vont dans des sens opposés. Et c'est typique d'un système désordonné qui a été très étudié, avec un certain graphe d'interaction qui, cette fois-ci, est un graphe d'interaction de paires, comme je l'ai dessiné ici. Ça a été un des grands progrès de la physique statistique des 30 dernières années, même 40 dernières années, que de comprendre comment traiter ces verres de spin. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'une part comprendre que chaque spin voit un environnement différent. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un spin représentatif de tout le monde, ça n'est pas vrai. Il faut traiter chacun d'entre eux, et il faut les traiter statistiquement. Il y a des phénomènes bien connus qui sont qu'à basse température, il y a des frustrations. Si vous prenez des spins qui interagissent tous de manière antiferromagnétique, c'est-à-dire que si un spin pointe vers le haut, son voisin veut pointer vers le bas. Mais si vous en avez 3, il n'y a pas de configuration qui satisfait toutes les contraintes. Ça s'appelle la frustration, et ça crée ce qu'on appelle un paysage d'énergie très désordonné et un ralentissement de la dynamique des verres de spin. Au total, les spins en question se mettent à se geler dans des directions aléatoires. C'est très difficile d'optimiser l'énergie, de trouver le meilleur état possible d'un verre de spin. On a coutume de décrire ça, parce qu'on aime bien avoir des images, par un espèce de paysage d'énergie. Ça, c'est l'énergie en fonction des configurations de spin, qui est un paysage extrêmement compliqué, extrêmement chahuté. Alors il faut voir que c'est extraordinairement trompeur comme image, parce qu'en fait, ce paysage d'énergie est plongé dans un espace de très grande dimension. Donc la complexité de l'espace de grande dimension n'est pas du tout rendue par une projection à 2 dimensions comme c'est ici, mais c'est tout ce que je sais faire à peu près pour vous le montrer. Depuis les années 80, on a développé tout un tas un corpus de concepts et de méthodes pour ces systèmes-là, et on a pu les appliquer à des systèmes comme l'apprentissage machine. Alors souvent dans l'apprentissage machine, on va se trouver dans des cas où il existe, en particulier si la machine est assez grosse, on peut penser qu'il existe une machine idéale. Il existe une machine qui fait 0 erreur. Une machine qui fait 0 erreur, ça correspond à un état très particulier des poids synaptiques. C'est un état qu'il faut trouver. Et dans ma métaphore, qui est un peu plus qu'une métaphore des systèmes physiques, ça correspondrait à rajouter dans mon espace vitreux, dans lequel il y a des tas de configurations métastables, il y a une configuration particulière qui est le cristal. C'est la machine idéale, c'est la machine qui fait 0 erreur. Et la question est de trouver ce cristal. Et on sait que c'est quelque chose qui est en général extrêmement difficile à faire. Et cette chasse du cristal a été développée beaucoup autour de méthodes qu'on appelle des méthodes basées sur le champ moyen et qui se sont traduites dans les années récentes par des algorithmes de passage de messages. C'est une longue histoire, les équations de champ moyen, qui remontent à plus de 100 ans, mais je ne vais pas en parler ici. Toute l'idée de base de la méthode de champ moyen, c'est de se dire qu'on va pouvoir regarder dans ce graphe d'interaction, on va regarder quelle serait la probabilité de cette variable en l'absence d'une des interactions.
Et ça va devenir un espèce de message qui est passé de la contrainte à la variable. De même, on a des messages qui sont passés des variables aux contraintes. Et à partir de cet échange de messages, on peut arriver à inférer la configuration la plus probable de toutes les variables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de passage de messages. Il y a eu beaucoup d'élaborations sur ces algorithmes-là. C'est une classe d'algorithmes développée récemment dans les 10 dernières années en particulier. Belief propagation, la propagation des convictions, survey propagation, propagation des sondages, qui ont été utilisés dans énormément de contextes et qui s'avèrent très, très puissants. C'est basé sur des règles d'update, des règles de mise à jour locales. Et en fait, ça ressemble beaucoup, effectivement, à des passages d'informations tels qu'on peut les avoir dans les systèmes neuronaux eux-mêmes. Que se passe-t-il quand on l'applique à l'apprentissage machine ? Typiquement, en fonction de la taille de la base de données, on va avoir 3 régimes. Si on a une base de données qui est insuffisante, eh bien, on va s'apercevoir qu'on n'arrive pas à trouver la bonne machine qui est capable de généraliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de machines qui sont compatibles avec la base de données. Il n'y a pas assez de contraintes. On manque de contraintes. Et donc, en fait, on ne sait pas trouver. Il y a plein de machines qui sont capables de mémoriser la base de données, mais on n'a pas assez de contraintes pour prendre celle qui est capable de généraliser. Et donc, on est dans un cas où la généralisation est impossible. Ensuite, il y a un seuil critique extrêmement précis, qui correspond à ce qu'on appelle une transition de phase en physique, c'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil critique, on est sûr de ne pas trouver la machine idéale. Au-dessus, on est sûr qu'elle existe. Et elle est souvent très compliquée à trouver, parce qu'elle existe, mais les algorithmes habituels sont piégés par un ensemble d'états vitreux, qui sont des états dont on a du mal à se dépêtrer pour arriver sur le cristal idéal. Et puis, quand on a un deuxième seuil, au-delà de ce seuil, à ce moment-là, on va avoir assez de données et le paysage va devenir relativement lisse et va nous permettre d'aboutir, de construire la machine idéale. Quand on va regarder l'apport de la physique statistique à ce champ, je dirais pour moi, il y a 2 grands sujets. Il y a le sujet des algorithmes et des transitions de phase dont je viens de parler, et il y a le deuxième sujet qui est l'émergence. Alors si on regarde ce que font les réseaux de neurones, quand on regarde un réseau de neurones dessiné pour reconnaître des visages, par exemple, on va s'apercevoir que dans les premières couches, il fait des choses relativement simples, un petit peu comme d'ailleurs les premières couches dans le cerveau, c'est-à-dire il va avoir des détecteurs de bord, la bordure d'une image, d'une ligne, détecteur de ligne. Puis petit à petit, il va y avoir des détecteurs de quelque chose qui ressemble à un œil, à un nez, etc. Et puis plus on va profondément, plus l'information va devenir abstraite jusqu'à ce qu'elle soit, l'information, c'est le visage de ta grand-mère. C'est vers ça qu'on veut aller. Et donc on a une abstraction, on a à la fois un changement d'échelle, les premières couches qui sont à des échelles toutes petites, et puis petit à petit on regarde des objets qui sont à des échelles plus grandes, et en même temps on va vers des représentations de concepts de plus en plus abstraits. Les 3 grands problèmes que rencontre en ce moment cette question de l'apprentissage machine avec les réseaux de neurones profonds, le premier problème, c'est qu'on a besoin de bases de données extrêmement grandes, avec des labels. Et donc, il y a des armées de gens qui prennent des bases de données d'images et qui doivent dire à chaque fois, dans cette image, il y a une banane, ou il y a un ballon, etc., etc. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de compréhension de ce qui se passe, et je vais y revenir tout de suite. Et le troisième, c'est qu'on ne fait pas, on n'est pas en face d'une intelligence, en tout cas pas au sens général. Que comprend-on dans un réseau de neurones qui a été bien entraîné ? Imaginez que je vous donne un réseau de neurones avec 1 million de neurones, il a été très bien entraîné, il est capable de reconnaître toutes les images de tous les visages de toutes les personnes qui sont dans cette salle, et aussi celui de votre grand-mère. Il fait 0 erreur. Et puis je peux vous prendre en photo dans tous les sens si vous trouvez. Formidable, voilà une machine qui marche. Que sait-on ? En fait, on sait tout sur cette machine. C'est-à-dire qu'on sait tous les calculs que font chacun des neurones dans la machine, avec tous les poids synaptiques. Tout ça est stocké dans l'ordinateur, on a accès à tout. En un sens, c'est le rêve du neuroscientiste, du neuroscientist, du spécialiste de neurosciences, c'est-à-dire qu'il peut avoir accès à l'activité de chacun des neurones et à la valeur de chacune des synapses. Parfait, vous me direz-vous, donc on a une machine qu'on contrôle parfaitement. On la contrôle parfaitement, mais par ailleurs, on ne comprend pas comment elle fonctionne vraiment. La règle d'apprentissage est mal connue, et la manière dont la machine
est capable de processer collectivement l'information, il faut bien comprendre que ce n'est pas un neurone donné qui va faire le calcul, c'est le mouvement collectif, c'est le signal collectif stocké dans l'ensemble des neurones qui fait émerger l'information. Et ce processus-là, on ne le maîtrise pas bien, et c'est typiquement le processus de ce qu'on appelle l'émergence en physique statistique, c'est-à-dire comment, à partir de l'information distribuée dans chacune des parties, eh bien, dans le tout, on finit par avoir une information supérieure à ce qu'il y avait dans chacune des parties. Ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et pour vous dire qu'on comprend mal les choses, on peut avoir des collègues qui prennent un malin plaisir à truquer un petit peu les bases de données, en prenant une base de données comme avec les chiffres, et puis en trichant un tout petit peu, et en rajoutant ici un tout petit peu, vous voyez, des petites pattes de mouche autour de ce 1. Avec ces 3 petites pattes de mouche-là, ce 1 est vu comme un 0, ce 2 est vu comme un 5, etc. Ça peut être beaucoup plus grave que ça. Vous pouvez avoir une machine qui reconnaît parfaitement la banane, etc. Vous lui montrez une image de banane, 100% sûr, c'est une banane. Vous lui mettez un petit sticker, un petit post-it bien soigneusement choisi et peinturluré comme il faut, et à partir de ça, elle vous dit « Ah non, cette banane, ça je suis sûr que ce n'est pas une banane, c'est un grille-pain. » Voilà, l'expérience a été faite. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire qu'on ne contrôle pas du tout, finalement, la manière dont cette machine est en train de faire le calcul, et on n'est pas capable d'apporter une garantie sur sa performance. Donc si cette machine est utilisée pour détecter les signaux de signalisation sur une route pour une voiture artificielle, ça devient ennuyeux. Voilà. Donc je pense que ça n'est pas seulement un problème académique d'essayer de comprendre le phénomène d'émergence, c'est aussi un problème extrêmement concret qui est de pouvoir fournir, à partir de là, des garanties de performance. Donc je voulais juste, pour conclure, donner quelques messages. Le fait qu'effectivement, il y a des progrès énormes qui ont été faits ces dernières années, dus à l'existence de bases de données bien propres et très grandes, à l'utilisation évidemment de puissance de calcul, à l'existence d'algorithmes d'apprentissage beaucoup plus efficaces. Dès qu'on a des réseaux de neurones importants en taille, on a des phénomènes de transition de phase dans l'apprentissage et dans la généralisation. Et on a ces méthodes de physique statistique qui sont extrêmement intéressantes parce que ce sont parmi les rares méthodes qui permettent de prédire, dans certains cas, des diagrammes de phase, de vous dire, finalement, avec ce genre de données et cette quantité de données, on va être dans une phase où on peut apprendre, ou bien on est dans une phase où on ne pourra pas apprendre. On peut généraliser, on ne peut pas généraliser. Voilà l'erreur de généralisation typique qu'on va faire. Les propriétés émergentes restent très, très mal comprises, que j'essaye de caractériser par ce paradoxe, c'est que dans un très bon réseau de neurones profonds, très efficace en pratique, on sait tout et on comprend très peu de choses. Et ça se traduit par le fait qu'il y a peu de garanties de performance. Et on est là aussi, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais on est finalement encore très très loin de la manière dont apprend un cerveau. Et en particulier, si on regarde la quantité de données qui est nécessaire encore aujourd'hui pour faire apprendre ces machines-là, on est à des ordres de grandeur au-dessus de ce qui est utilisé dans un apprentissage chez un jeune enfant, si on regarde par exemple le langage. Et ça, ce sont quelques références générales. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ? Vous nous avez fait une splendide présentation synthétique que j'ai beaucoup admirée, mais vous n'avez pas du tout parlé des algorithmes de gradient stochastique, le backpropagation. Est-ce que c'est réaliste de présenter les réseaux de neurones sans la partie algorithmique, justement, qui me paraît très importante ? Alors, je fais amende honorable, je n'ai pas pu faire un cours complet sur les réseaux de neurones. Lorsque j'ai dit, et je reconnais que j'ai un peu caricaturé, lorsque j'ai dit on va adapter un poids synaptique et voir si en le tournant dans un sens ou dans l'autre, ça améliore la performance ou pas, ce que j'avais en tête, c'était la méthode sophistiquée pour le faire, c'est d'utiliser la rétropropagation du gradient, qui est pour moi une façon technique de faire ce que je viens de dire là, de façon plus intelligente de le faire que l'adaptation au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, en calculant le gradient et en propageant le gradient, on a une manière astucieuse de savoir dans quel sens il va falloir le bouger. Mais c'était ce que j'avais en tête. D'autres commentaires ? Sébastien ? Oui, Marc, merci infiniment. Je suis ébloui, mais tu as l'air un peu pessimiste à la fin, l'air de dire on ne comprend rien, etc.
Mais c'est déjà utilisé, ce genre de méthode pour reconnaître les visages, par exemple. Et donc, on ne peut pas avoir confiance, c'est ça? Non. Ce que je trouve, c'est pas que je suis pessimiste, je trouve qu'il y a un défi scientifique majeur que je trouve absolument passionnant, à vrai dire. C'est-à-dire que le progrès, comme je l'ai dit, moi je suis fasciné par les progrès qu'il y a eu sur ces machines dans les dernières années. Pour quelqu'un comme moi qui a travaillé sur les réseaux de neurones dans les années, deuxième moitié des années 80, c'est un programme de recherche qui a été graduellement abandonné par presque tout le monde. Pas tout à fait tout le monde, et heureusement d'ailleurs, parce que ceux qui ont continué ont fait quelque chose d'important. Et puis finalement, depuis quoi, une dizaine, quinzaine d'années, c'est revenu, et c'est revenu de manière spectaculaire, parce que tout d'un coup, c'est devenu capable de résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre autrement. Des problèmes de segmentation d'images, de reconnaissance faciale, etc. Concrètement, ça marche. Voilà. Tout ce que je veux dire par là, c'est que ce que je trouve intéressant comme défi scientifique, c'est de se dire, je te donne un réseau de neurones et je te donne son million de paramètres, et je te donne le tableau de tous ces millions de paramètres, tu sais tout, voilà. Mais tu ne sais pas exactement comment il marche. Et la preuve en est que... Et en fait, tu sais aussi qu'il ne marche pas comme marche un cerveau habituel. Ça, c'est sûr aussi. La preuve en est, c'est que si je te présente les chiffres 2 avec de toutes petites perturbations à côté, si le réseau a été bien... Enfin, si l'image a été bien adaptée pour t'induire en erreur, elle y arrive. Voilà. Donc je trouve ça, pour moi, un des défis scientifiques intéressants qu'il y a en ce moment. Et il est, à mon avis, intimement relié à cette question d'émergence et donc intimement relié à la physique statistique. Et donc il m'intéresse, parce que je suis un physicien statisticien, dans le fond. Magnifique. Oui, on sait bien que M. Xi Jinping arrive à repérer... Oui, M. Xi Jinping arrive à repérer un de ses concitoyens parmi les 1,4 milliard qui forment. Ça veut dire que quand même le système ne doit quand même pas si mal fonctionner. Hein. J'ai pas dit du tout qu'il fonctionnait mal. Oui. J'ai dit que j'aimerais comprendre comment il fonctionne. Oui. Et je dis aussi que pour un certain nombre d'applications, parce que M. Xi Jinping, s'il fait une erreur sur une personne, c'est grave, c'est très grave pour la personne en question. Mais le système va quand même rester implémenté dans la police chinoise malgré tout. Je pense malgré tout que si on a, et on sait maintenant, fabriquer des petits stickers qu'on rajoute à une image et qui changent complètement l'interprétation de l'image, il y aura toujours des gens pour aller mettre ces stickers sur un panneau stop quelque part. Donc il y a une vraie question quand même, y compris du point de vue des applications. Donc oui, il y a des progrès majeurs qui ont été faits dans des tas d'applications, c'est spectaculaire, c'est très impressionnant, mais oui, c'est vrai aussi qu'on ne contrôle pas tout ce qui est fait et que pour certaines applications, la tolérance à l'erreur ou à la manière d'induire en erreur la machine, parce qu'il y aura toujours des gens un peu pervers qui vont dire « tiens, je vais rajouter ça pour que la machine se trompe », c'est une question quand même, y compris pour les applications. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez regardé comment se comporte une telle machine dans des exemples tels que l'on pratique pour les tests, pour reconnaître si quelqu'un a une vision perturbée? On lui montre un dessin. S'il a une vision normale, il dit « Ah ben je reconnais une tortue ». Et s'il a au contraire une vision perturbée, il dit « Ah ben ici c'est un éléphant ». Donc c'est la même image que l'on présente à notre cerveau, mais selon l'état de la qualité de notre vision, dans un cas vous voyez la tortue, dans l'autre vous voyez l'éléphant. Comment se comporterait un... Moi, je ne connais pas la réponse à cette question. Peut-être que mes collègues pourront... je ne sais pas s'ils auront cette réponse. Moi, je ne connais pas l'exemple de la tortue et de l'éléphant. Oui, c'est un truc typique pour les daltoniens. D'accord. C'est comme ça qu'on reconnaît les daltoniens. Oui. Ça, c'est une autre affaire encore. C'est une autre affaire, c'est quand une partie de l'information de l'image est codée, par exemple dans un code couleur, que le récepteur n'a pas. Ça, je crois que c'est assez différent quand même comme situation. Ok. Merci. Jacques, dernière question peut-être. Oui, je voulais revenir sur ta dernière remarque et sur la façon dont les enfants de 3 ans reconnaissent les chats et la façon dont ils économisent finalement la donnée, le nombre d'images de chats dont ils ont besoin pour reconnaître un chat. Est-ce qu'on a des idées sur
comment ils font pour économiser? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait que c'est pas un chat qui voit, c'est un chat qui se déplace dans un environnement, il a un corps, il peut faire des tas de choses, lui-même voit le chat dans certaines conditions, etc. Est-ce qu'on a des idées sur la façon dont procède le petit gamin? On sait des choses, en particulier dans notre département d'études cognitives, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites là-dessus, sur l'apprentissage du langage. Et on peut avoir des enfants avec qui on joue, des enfants entre 18 mois et 3 ans, on joue avec des jouets, et certains jouets sont des jouets d'animaux, et d'autres sont des jouets d'objets, disons. Et cette expérience avait été faite de dire tous les jouets d'animaux, on les appelle co. On dit c'est la co-poule, la co-lapin, etc. Et les jouets d'objets, on les appelle K. La K-carriole, la K-voiture, etc. Et puis on montre un nouveau jouet qui n'a jamais été montré encore, qui est un jouet imaginaire en fait, qui n'a jamais été montré à l'enfant, mais suivant que ce jouet on lui montre deux jouets en fait, un qui est un jouet imaginaire qui ressemble à un animal imaginaire, et l'autre qui ressemble à un objet imaginaire. Et on lui dit où est le co avec un nom complètement au hasard. Il va pointer vers le bon, c'est-à-dire qu'en fait, sur la base de très très peu d'exemples, il va généraliser. Donc ça veut dire qu'il y a un module de généralisation qui est là, inclus dans le cerveau quelque part, qui est un module d'une très grande parcimonie. Et en fait, un enfant de cet âge-là généralise à partir de 2 exemples. C'est-à-dire sa règle de base est de généraliser et de faire des catégories relativement très grossières comme ça, mais de mettre en catégorie. Et ensuite, il va affiner en disant oui, cette catégorie, elle est un peu peut-être que je vais faire des sous-catégories à partir de ça. Mais donc c'est très clair que on n'a pas du tout mis cette espèce de syntaxe pour le moment. Et si je prends les réseaux de neurones utilisés pour l'apprentissage du langage, qui de nouveau là aussi ont fait faire des progrès absolument extraordinaires dans les dernières années, et bien au-delà de ce qu'on savait faire en faisant les analyses grammaticales. Il est évident pour moi que l'avenir sera dans le mélange des deux, c'est-à-dire que quelque part on va vouloir utiliser l'apprentissage à partir des données, mais le mettre dans une machine qui elle-même a une structure qui va avoir quelques éléments de syntaxe au départ. Donc voilà, je ne sais pas si je répondrai un peu plus en détail. Merci, je pense qu'il faut passer à l'orateur suivant, mais Romain, tu avais une remarque peut-être? Ah, bon alors, je pense qu'il vaut peut-être mieux... Merci.